Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Et ce soir, nous parlons d'une question brûlante qui divise la République démocratique du Congo, la réintroduction de la peine de mort comme réponse au banditisme urbain face à une montée inquiétante de l'insécurité dans les villes comme Kinshasa ou Lubumbashi. Certains responsables politiques proposent cette mesure drastique, la présentant comme un outil dissuasif, mais cette idée suscite de vives critiques. Les implications éthiques, les failles du système judiciaire et les alternatives possibles sont au cœur des débats. Et pour discuter de ce sujet complexe, je suis entourée ce soir de Makaëlan Gebla. Bonsoir Soukaina. Bonsoir, journaliste politique, tchadien engagé et spécialiste des droits humains et des enjeux éthiques, on peut le dire. Tout à fait. Merci à vous. Yannick Achilfonier, bonsoir. Bonsoir Soukaina. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur financier, vous êtes également analyste des questions sociales sécuritaires en Afrique et vous êtes auteur également d'un ouvrage dont vous pouvez nous citer le nom. L'État intégral, la Deuxième République au Cameroun et l'espace économique du Golfe de Guinée. Voilà, aux éditions Afrédite, si je me trompe pas. Tout à fait, aux éditions Afrédite. Merci messieurs d'être avec moi sur ce plateau. Pour décrypter ce sujet, je vous propose d'abord de regarder ce court magnéto, on revient juste après. En République démocratique du Congo, les autorités judiciaires ont récemment intensifié leur lutte contre les groupes rebelles, notamment le mouvement du M23. En août 2024, 26 hauts responsables du mouvement du 23 mars et de l'Alliance Fleuve Congo AFC ont été condamnés à mort pour crimes de guerre, insurrection et trahison. Parmi eux, des figures de proue telles que Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. Ces condamnations interviennent dans un contexte où le gouvernement congolais cherche à renforcer sa position face aux rébellions armées dans l'est du pays. Le ministre de la Justice a qualifié ce procès de leçon pour tous ceux qui décident de trahir la République, soulignant ainsi la volonté des autorités de dissuader toute défection au sein des forces armées. Par ailleurs, en septembre 2024, 37 personnes accusées de tentative de coup d'État ont également été condamnées à mort par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Parmi elles, 6 étrangers, dont 3 Américains. Menée depuis le début de l'année par le M23 a été condamnée par l'Union européenne, les États-Unis et encore ce mardi par la MONUSCO. En mars 2024 a levé ce moratoire pour contrer le terrorisme et le banditisme. Ces actions judiciaires s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à restaurer l'autorité de l'État dans les régions en proie au conflit. La Cour pénale internationale a également réactivé ses enquêtes sur des crimes commis depuis janvier 2022 dans le Nord Kivu, ciblant notamment les exactions attribuées au M23 et aux forces rwandaises de défense. Cependant, ces mesures suscitent des débats quant à leur efficacité et à leur conformité avec les mêmes engagements internationaux de la RDC, notamment en ce qui concerne l'application de la peine de mort. Les défenseurs des droits de l'homme appellent à une approche plus axée sur la justice transitionnelle et la réconciliation pour parvenir à une paix durable dans la région. Voilà, on vient de le voir dans cet court extrait. Le thème du jour, c'est donc la réintroduction de la peine de mort en République démocratique du Congo, qui vise notamment des personnes qu'on appelle les Kuluna, donc des personnes visées, qui considérés comme des bandits, en fait, on peut le dire, en République démocratique du Congo, si vous voulez être plus précis sur le terme. Oui, en fait, ce sont des rebuts de la société, c'est-à-dire des jeunes délinquants, des jeunes parfois désœuvrés, qui, parfois, dû au manque d'encadrement familial, se sont retrouvés dans la rue, ont fait leur classe dans la rue, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans le petit banditisme. Donc, c'est un peu ça, cette tranche de la population-là. Et on en trouve dans beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un phénomène qui est assez répandu dans les pays où les filets sociaux n'existent pas, où il n'y a pas des structures chargées d'encadrer les jeunes, il n'y a pas de plancher social en termes de prise en charge des jeunes, en termes d'aide des familles. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça le drame, parce que justement, c'est la conséquence des politiques mal faites qui créent ces jeunes-là. Donc, aujourd'hui, le fait qu'on arrive à les tuer, parce que la société les a abandonnés, c'est un peu contradictoire en fait. C'est très symptomatique, on va essayer de décrypter un petit peu tout cela. Merci pour les précisions Yannick. Et d'ailleurs, pour être un peu précis, il y a eu 300 Kuluna qui ont été condamnés, 127 à la peine de mort.
Ça, c'est une annonce qui a été faite par Constant Moutamba, le ministre de la Justice. C'était lundi 6 janvier. Qu'est-ce que ces condamnations capitales, elles traduisent de la situation judiciaire, notamment en République démocratique du Congo? Et justement, comme Yannick vient de le dire, c'est qu'en fait, c'est des couches les plus vulnérables, les plus défavorisées, les plus désœuvrées de la société congolaise, mais également on trouve un peu partout dans nos pays. Donc, c'est les dénominateurs communs des pays en développement et dont l'Afrique est au cœur des débats. Effectivement, ce qui se passe actuellement en RDC démontre à juste titre que la responsabilité est d'abord institutionnelle, c'est-à-dire l'État est en premier lieu responsable parce qu'il a créé cette situation de misère épouvantable et de misère vraiment indescriptible et qui a créé effectivement ces personnes, ce peuple-là, qui, eux, n'avaient pas autre alternative que le vol. Et le vol, c'est vrai, il est répréhensible. On peut le condamner surtout en termes de droit et de loi, sauf que dans le contexte du fait de réintroduire la peine de mort, et qui, effectivement, la peine de mort elle-même était décriée au plan international, parce que les organisations internationales des droits de l'homme ont toujours fait en sorte que la peine de mort doit être abolie. Et ça, c'est le combat que mène la Fédération internationale de lutte contre l'abolition de torture, etc., et qui se battent à tout niveau pour abolir la peine de mort dans nos pays. Et là, aujourd'hui, nous pensons que c'est vrai, c'est une mesure forte. Il a dit à Yannick que c'est des personnes désœuvrées, délaissées, parce qu'il n'y a pas un droit de regard sur elles. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, là, ça montre effectivement la limite des organisations congolaises qui se battent sur les questions de droits de l'homme. Et on aurait dû le condamner autrement. Mais la solution extrême, c'est la peine de mort. Et donc, moi je pense que l'État congolais aurait dû quand même réfléchir, avec l'aide des partenaires au développement qui, eux, sont toujours opposés, effectivement, à la peine de mort. Donc, je parle du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. Je pense, effectivement, des organisations locales de défense des droits de l'homme qui, elles aussi, militent contre la peine de mort. Donc, je pense que c'est une mesure extrême. On aurait dû proposer d'alternatives. L'alternative, c'est quoi? C'est la création d'emplois, Soukaina. L'alternative, c'est aussi la paix, la stabilité, aussi la transparence dans les ressources. On va revenir en fin d'émission peut-être sur les conséquences. Là, on va peut-être revenir sur les causes et du contexte. On l'a expliqué. Cette recrudescence du banditisme, elle intervient dans un contexte d'insécurité. Peut-être essayer de comprendre, Yannick, quels sont les facteurs de cette montée de l'insécurité, notamment dans des villes, on l'a dit en introduction, comme Kinshasa ou Lubumbashi, par exemple. Oui, en fait, les facteurs de l'insécurité, c'est d'abord la défaillance de l'État. Parce qu'on a plusieurs pays où ces mêmes jeunes, une fois que la police les a arrêtés, 3-4 jours plus tard, ils sont relaxés parce qu'il y a de la connivence avec des personnes parfois dans le système de sécurité, parfois un peu haut placés. On en a connu en Côte d'Ivoire, le phénomène qu'on appelait les microbes. Donc finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient parrainés par des personnes très haut placées. Donc on a ce système qui est, où il y a, je peux dire, 3 parties prenantes. On a l'État, on a ces jeunes, et on a des tierces personnes qui parfois les utilisent pour le commerce de drogue ou bien comme clients parce que eux, tout ce qu'ils peuvent avoir comme ressources, peut-être dû au vol, peut-être des petits travaux, c'est pour consommer de la drogue parce que ce sont des personnes abandonnées à elles-mêmes, elles n'ont pas d'autres issues. Donc aujourd'hui, certes, il faut condamner, mais l'État devrait être beaucoup plus responsable parce que c'est sa faute si les jeunes n'ont pas d'éducation. Parce que c'est la responsabilité de l'État d'éduquer sa jeunesse. C'est aussi la faute de l'État si le système de sécurité ordinaire, c'est-à-dire si ces jeunes n'ont pas été mis hors d'état de nuit très tôt, soit dans des prisons, soit pour des travaux forcés. Parce que moi, je milite plus pour des travaux forcés parce que ces jeunes doivent servir. Et dans un pays où les villes ne sont pas propres, on a de la main-d'œuvre pour les nettoyer. On a un pays où on a pas mal de travaux, en fait. Donc, ces jeunes devraient normalement être recyclés pour être utilisés. Donc, on a pas mal un pays comme la RDC. Et s'insérer aussi socialement, parce que finalement, c'est ce que vous dites, finalement, ces jeunes, c'est le fruit, c'est le produit de la société, c'est des personnes isolées socialement. Et économiquement aussi, on peut se demander justement, Makaela, dans quelle mesure les inégalités économiques et le chômage, elles jouent un rôle justement dans ce phénomène. Oui, les inégalités économiques sont à l'origine de nos maux en Afrique, notamment surtout que quand on va des couches désocialisées complètement, sans droit de regard des institutions qui sont censées être regardantes, parce qu'il faut un droit de regard. Le droit de regard, c'est le droit à l'éducation. Le droit de regard, c'est aussi le droit à la santé et à l'encadrement effectivement de ces jeunes. Or, on a l'impression que sur le Congo, voilà un pays immense, économiquement riche, mais qui effectivement tient le bas de l'échelle des pays en développement. Et donc, c'est le cas du Congo. Et donc, ils auraient dû normalement
faire en sorte que ces jeunes, même s'ils peuvent être condamnés, mais insérer dans les prisons, effectivement, les modules de formation professionnelle, leur permettant effectivement d'être rééduqués. Et à travers cette éducation, une fois qu'ils sont sortis de la prison, ils peuvent être resocialisés, c'est-à-dire réintégrés dans le tissu économique du pays. Or, on a l'impression que l'inégalité est en train de prendre de l'ampleur dans nos pays et qu'elle est en quelque sorte la base effectivement des échecs politiques, des politiques publiques de nos États. Et tant que nos États n'accordent pas un intérêt particulier sur la question effectivement de la bonne gouvernance, de la gestion équitable de nos ressources et surtout des justice sociale, cette situation va perdurer. Et tant qu'elle perdure, effectivement, ça va creuser le fossé entre les élites et les populations qui devraient être en fait bénéficiaires effectivement de l'aide au développement, etc. Mais on a l'impression que c'est le cas de la RDC, la peine de mort est introduite dans le but, certes, de vouloir vraiment punir des gens, mais pour nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on pense que c'était une mesure quand même extrême. On rappelle quand même que cette peine de mort, elle est réintroduite, alors même qu'en mars dernier, si je ne me trompe pas, le gouvernement congolais avait levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort qui était en vigueur depuis 2003. Le retour de cette mesure drastique et qui viole évidemment les droits de l'homme... le droit international aussi. Le droit international, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette réponse ? Elle paraît disproportionnée face au sentiment d'insécurité. Oui, en fait, elle, non seulement disproportionnée, mais je pense que c'est surtout les politiques qui fuient leurs responsabilités parce qu'ils ne veulent pas regarder le problème en face. Est-ce qu'ils ont multiplié les écoles ? Non, ils n'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont multiplié la prise en charge des jeunes ? Parce qu'il faut surtout, en fait, couper la source. Qu'est-ce qui produit ces jeunes-là ? C'est là, en fait, où il faut s'attaquer. Ce n'est pas sur les jeunes déjà pris dans le système. On les tue, oui, mais la machine continue d'en produire. Chaque jour, on a des nouveaux jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont abandonnés à la rue. Il y a quelques années, je crois que ça fait 3 ans, il y a un jeune artiste congolais, un jeune de la rue, qui a chanté. Il y a l'artiste Fally Ipupa qui l'a repéré sur les réseaux sociaux. Parce que le jeune était tellement talentueux. Il s'est rapproché de lui, on a essayé de le prendre en charge et tout, on a essayé de le rééduquer, mais c'était un peu tard. Mais au moins, on sentait un jeune bourré de talent, mais qui a été poussé malgré lui dans la rue et qui ne demandait qu'à être artiste. Donc on a des cas comme ça qui sont pleins, des jeunes vraiment talentueux qui se retrouvent dans la rue et peut-être pour survivre, peut-être ils font des infractions et vont se retrouver sur la pendue parce qu'ils ont fait une infraction. Donc moi je pense que les politiques doivent être beaucoup plus responsables, prendre leurs responsabilités sur le système qui génère ces jeunes-là. Parce que tant qu'on ne peut pas le faire, tant qu'on ne peut pas mettre les filets sociaux, tant qu'on ne peut pas s'occuper des basses classes de la société, elles continueront d'en produire. Donc, on aura peut-être pendu les 100, je sais pas, les 100 combien qui sont sur la liste. Il y en aura 100 qui seront produits. Donc, en fin de compte, on n'a rien changé à la question. Soukaina, je pense que c'est aussi contraire, effectivement, à l'engagement international du Congo, de la RDC, sur le volet convention internationale sur les tortures, les traitements inhumains et dégradants. Et donc, moi, je pense qu'introduire la peine de mort pour résoudre des questions sociétales est une atteinte très grave, effectivement, au droit international, aux droits de l'homme. Et c'est pourquoi ça a aussi freiné les limites, freiné la volonté de faire en sorte que le respect des droits de l'homme doit être respecté au Congo, notamment où effectivement ces cas sont relevés. En ce qui concerne, je fais un parallèle avec le Tchad, quand j'étais conseiller aux droits de l'homme, quand j'ai abordé un tel sujet, la seule proposition, c'était de m'inscrire sur la même ligne que la communauté internationale représentée dans mon pays, c'est-à-dire le commissariat des droits de l'homme qui effectivement milite pour faire en sorte à l'encontre de la peine de mort. Et donc le Congo doit aussi dire que s'il s'inscrit dans un concert des nations internationales, des nations, il aurait dit ne pas imposer la peine de mort, mais trouver des solutions sociétales. Des solutions sociales, c'est proposer effectivement d'alternatives par la création d'emplois à ces jeunes-là. Effectivement, nous l'avons dit et nous l'avons décrié, et nous se sommes décriés parce que la situation dans nos pays est d'un drame inqualifiable, d'un drame indescriptible. Parce que c'est la démission collective des acteurs institutionnels. C'est la démission également d'une partie de la société civile qui, elle, est limitée aussi par des moyens. Pourquoi ? Parce que la société civile dans nos pays dépend de soutien extérieur des partenaires, notamment le Commissariat des droits de l'homme, la FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch, qui ont des partenaires locaux. Sauf que depuis un certain temps, et moi je vis en France, et donc si je prends le cas de la France où M. Macron a déjà limité
de manière drastique le soutien aux organisations de la société civile, dont la Ligue des droits de l'homme. Il est difficile que ces organisations du pays du Nord, qui, elles, ont l'habitude de soutenir les pays du Sud, elles-mêmes se trouvent dans une précarité. À plus forte raison, comment celles-là peuvent aider les pays du Sud. Donc nous pensons que la peine de mort, cette décision doit être revue. Et nous exigeons effectivement qu'elle soit annulée totalement et que le Congo se conforme aux instances internationales. Oui, surtout que depuis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc, le droit à la vie a été consacré par l'ONU. Et il y a pas mal de nouveaux textes qui sont sortis, 66, 2007 et tout. Donc, les instances internationales font les efforts en permanence pour essayer d'abolir la peine de mort dans les pays qui l'appliquent encore, dans les derniers pays. Donc, faire un rétropédalage encore qui plus est pour un pays qui est en permanence en relation avec les institutions nationales par rapport à sa situation sociale, la guerre à l'Est, les réfugiés et tout. Donc, la RDC, c'est le pays qui ne devrait pas être là à aller à l'encontre des textes des organisations internationales, qui plus est qu'elle a ratifié tous ces textes, qui plus est que la RDC sollicite en permanence les organisations. On a la mission des Nations Unies en République du Congo, on a pas mal de sujets, on a les enquêtes. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement congolais qui doit faire ce rétropédalage-là, qui plus est le fait en se déresponsabilisant de sa responsabilité, parce que les enfants, franchement, de 5, 7 ans, abandonnés à eux-mêmes, ils sont des victimes et non des coupables. Donc, ce qu'ils deviennent à cet âge-là, dû à l'abandon, c'est plus la faute des aînés au rang desquels l'administration, au rang desquels les politiques. Donc, c'est eux, en fait, qui doivent se regarder dans un miroir et se dire qu'avons-nous fait de notre jeunesse, et non dit pendant-les. Et pendant ce temps, le même système continue de produire de nouveaux jeunes désœuvrés qui demain deviendront de nouveaux jeunes condamnés à mort. Donc, je crois qu'ils sont vraiment, ils ont raté le coche, et je pense qu'il n'est pas tard pour se rattraper par rapport à ça. Et puis la RDC, vous l'avez dit, elle abandonne la classe politique, mais ça reste un pays qui est très fragilisé au niveau de ses institutions, notamment judiciaires. La RDC est souvent critiquée pour ses dysfonctionnements. Est-ce que justement la mise en place de cette peine de mort, elle ne va pas, dans ce contexte, aggraver encore plus les injustices et en même temps accentuer ce sentiment de défiance vis-à-vis de la justice au niveau des populations? Tout à fait. Soukaina, la défiance liée à l'appareil judiciaire congolais est toujours décriée, que ce soit par les partenaires au développement, la RDC qui a entamé je pense que c'est la deuxième élection sous Tshisekedi, aurait dû quand même se conformer effectivement à l'agenda international, parce que c'est le seul pays en Afrique centrale qui a été très monitoré par la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué tout à l'heure, Yannick, la représentation des Nations Unies, la représentation des ambassades étrangères. La RDC n'aurait dû pas vraiment aller dans une telle voie, celle de pouvoir quand même distendre les rapports avec ces citoyens congolais. On aurait dû normalement pas effectivement en venir là. Mais cela montre à suffisance qu'effectivement, entre les actes que posent nos autorités, et surtout les autorités congolaises, et la volonté de la communauté internationale, qui, pour elle, la peine de mort devait être de manière impérative abolie. Or, on a l'impression que cette mesure est une mesure qui confirme la position que la communauté internationale a toujours décriée, celle d'une justice des vainqueurs. Et donc, les victimes, c'est à deux vitesses. Souvent le thème qui est tout ça, c'est ça employé. Et les victimes en sont lesquelles? C'est les personnes les plus défavorisées, c'est les personnes les plus abandonnées, les laissées pour compte d'une société qui profite effectivement des richesses. Parce que ces richesses profitent aux élites congolaises, mais pas effectivement aux populations qui n'avaient pas autre choix que de faire des petits vols. Et ces petits vols peuvent les entraîner dans cette situation aussi inquiétante de mon point de vue. Donc je pense que la question de la justice congolaise est encore refait surface. Pourquoi? Parce qu'effectivement elle a été toujours critiquée, décriée par tous les observateurs, tant congolais qu'étrangers, que ce soit sur le volet politique. Vous savez, la justice a été instrumentalisée pour régler des comptes politiques à des adversaires du président ou bien de l'entourage du président. Mais aujourd'hui, quand ça touche les populations civiles, ça devait quand même susciter en nous une certaine réaction. Yannick? Oui, justement. L'appareil judiciaire et ses dysfonctionnements? Oui, l'appareil judiciaire de la RDC n'a pas toujours été réputé d'être la plus équitable possible en Afrique. Donc, il y a justement cette question qui revient en permanence.
il y a eu des sujets dont je préfère ne pas peut-être pas aller parce que c'était sur le plan économique. On a eu l'affaire Dan Gettler, on a eu plusieurs affaires où certains ont même dû fuir le pays pour se réfugier en France avant de dénoncer. Donc la justice en RDC n'est pas exempte de tout reproche. Donc à ce moment, je crois que c'est justement dommage parce que au final, elle va s'en prendre à des mineurs. Or, les vrais crimes sont des crimes économiques en RDC. Il y a eu un reportage du journaliste Alain Foucault en RDC, ce qui se passe dans les champs de mines avec plein de pays, les Chinois et plein d'autres. Je crois que ceux-là, c'est des gens vers qui la justice doit s'intéresser afin de collecter plus de ressources pour le pays et pouvoir justement investir sur ces jeunes-là. Et heureusement qu'il y a une plainte qui a été déposée récemment par la RDC en France contre Apple et tous ces grosses entreprises de technologie qui exploitent les jeunes en RDC. Il faut justement que la RDC mette plus d'action ou bien plus de force de ce côté-là pour pouvoir justement collecter plus de ressources, des revenus miniers afin d'investir dans la jeunesse, multiplier les écoles, améliorer la qualité de la formation, essayer de créer des emplois. Donc la RDC doit plus s'investir dans ce côté-là et la justice doit être, je peux dire, le pilier de cet investissement-là. On va parler en fin d'émission évidemment des alternatives. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que la justice c'était le dernier recours et elle devait être protectrice effectivement des personnes vulnérables en termes de droits et du respect des droits et des lois. Or, on a l'impression que quand cette justice effectivement infodée à l'exécutif, ça nous inquiète en tant qu'observateurs de la vie politique congolaise depuis un certain temps. Donc nous pensons que la réintroduction de la peine de mort nous permet une fois de plus encore de mettre le curseur sur l'appareil judiciaire congolais qui devait être diagnostiqué en profondeur, faire en sorte que les limites, ses failles et ses faiblesses et ses points forts, afin de trouver une justice équitable pour tous les citoyens congolais sans distinction. Dans la société congolaise, majoritairement, on va essayer d'évaluer, mais majoritairement, ce sont les religieux et les défenseurs des droits humains qui contestent cette solution. Et pour certains politiques, cette mesure, elle a une efficacité dissuasive. En quoi la peine de mort est dissuasive? Déjà, les religieux, justement, ont un poids assez fort en RDC dans la politique, donc ils ont une influence assez forte. Mais sur la question de la dissuasion, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut dissuader quelqu'un qui est inconscient? Je ne pense pas. Parce que la majorité de ces jeunes n'ont même pas conscience en fait de ce qui leur arrive. Parce que les jeunes qui se retrouvent dans la rue, abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont pas un autre monde que le monde qu'ils connaissent. Et dans ce monde, la conscience n'est pas la chose la plus courante, en fait. Parce qu'ils sont tout le temps sur les stupes, ils sont toujours sur stupéfiants, donc ils n'ont pas un niveau de conscience qui les permet de prendre conscience de ce dont on veut qu'ils prennent conscience. Donc, pour moi, la question de la conscience, ça va rien résoudre. Et je le répète, c'est que tant qu'on laisse le système qui produit ces jeunes, on a beau je peux dire, je ne sais pas s'ils vont les crucifier, comment ils vont les éliminer. Donc, on a beau éliminer 100, il y aura 100 qui vont se créer. Donc, il est bon de couper le système, de couper le flux à la base et non de s'en prendre à quelques personnes dans le flux. Oui, en fait, l'argument développé tout à l'heure que vous avez évoqué, dissuasif, c'est un argument qui ne tient pas debout. On ne peut pas imposer la peine de mort à une personne qui a volé peut-être un téléphone portable qui coûte certainement, même si c'est $1000, on ne peut pas vraiment décapiter cette personne parce qu'elle a volé. Non, moi je pense que la réponse, comme il a dit tout à l'heure, la réponse la plus appropriée et adéquate, c'est celle de créer des emplois, récupérer ces jeunes. Vous savez, nous vivons en France, et en France, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Ces mineurs non accompagnés sont automatiquement pris en charge par ce qu'on appelle l'ASE, aide sociale à l'enfance. Ces derniers sont pris en considération. Ils viennent d'où? Ils viennent d'Afrique. En venant en France, en empruntant effectivement des voies les plus risquées, donc dangereuses, c'est-à-dire la mer, le Sahara, etc., ces jeunes, une fois qu'ils échouent en Algérie, ou bien en Espagne et le Maroc, etc., ils arrivent à être en France. Mais ils sont récupérés par les associations locales. Donc pourquoi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce sont les religieux et les associations locales qui se préoccupent plus des questions politiques et des questions sociétales, pourquoi ne pas faire en sorte qu'en RDC, l'aide publique au développement orientée investie par les partenaires internationaux doivent être réorientées vers ces organisations de la société civile et ces voies religieuses qui, ne serait-ce que pour leurs engagements et pour leur mission, devaient plutôt prendre à bras le corps cette question de la problématique liée à ces enfants qui, malheureusement, aujourd'hui, peuvent être des victimes innocentes
parce qu'il y a une absence totale du droit de regard des autorités locales. Et donc moi je pense que cette peine de mort, il faut maintenant que les organisations religieuses et associatives se mobilisent, non seulement pour demander au gouvernement de retirer et de proposer d'alternatives, comme on l'a dit. Quelles sont les volontés réelles des politiques congolaises avec cette mesure-là ? La volonté, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'ils essaient de dissuader. Or, on ne peut pas dissuader quelqu'un qui n'est même pas très conscient de ce qui lui arrive. La justice se concrétise parce que dans le système, dans la citoyenneté, on a le statut de mineur, on a le statut de majeur, mais on a aussi le statut de majeur incapable. Moi, je les classe dans la classe des majeurs incapables parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'acquérir une certaine civilisation ou bien une certaine éducation qui les permette de se défaire de leurs conditions primitives dans lesquelles ils ont été restreints dès le plus bas âge. Parce que la science enseigne également que lorsqu'un enfant n'a pas eu l'éducation jusqu'à 9 ans, il est très compliqué de lui en donner plus tard. Ça peut arriver, mais c'est des exceptions. Donc, lorsqu'un enfant n'a pas connu une famille normale, de l'éducation, la lecture et tout jusqu'à 10 ans, c'est un homme perdu. Donc, en tuer 100, je ne crois pas que ça va changer quelque chose parce qu'il y a de nouveaux 100 qui sont dans le système, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont parfois pas de famille. Finalement, si l'efficacité est totalement contestable, est-ce que le gouvernement congolais ne ferme pas les yeux, comme vous l'avez dit, sur un sujet plus profond? Est-ce qu'il n'essaye pas un petit peu de balayer du revers de la main ce problème des Kaduna? Soukaina, je voudrais dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Yannick, c'est qu'en fait, ces enfants sont aussi, effectivement, peuvent être aussi issus de déchirures familiales, peuvent être des orphelins. L'État aurait dû, de mon point de vue, d'être scruté cas par cas, et même ça, c'est la responsabilité, parce que tu ne peux pas laisser un enfant de 10 ans dans la rue. La responsabilité primaire d'un pays, c'est d'éduquer ses fils. Et donc là, pour rebondir à ta question, tout à fait, tu as raison, parce que l'État congolais est totalement absent et totalement responsable de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est une échappatoire, si je peux me permettre, c'est une échappatoire pour régler des comptes à des personnes vulnérables, sans défense, parce que là, on constate que personne ne peut leur défendre. Parce que si tu as un enfant qui a volé et que tu es son père, tu peux effectivement le défendre, prendre un avocat, etc. Mais dans les cas d'espace, c'est des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Tu as parlé tout à l'heure des enfants en Côte d'Ivoire, les microbes, qui ont été récupérés par la star ivoirienne qui était décédée. Arafat, oui. Voilà, qui est décédé, effectivement, qui les a récupérés et qui a pu les resocialiser et les insérer dans le tissu associatif en Côte d'Ivoire. Mais on peut copier-coller ce genre de situation et éviter à ce que des drames aussi graves peuvent se produire à travers cette peine de mort. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire et de la RDC, ce qui diffère, ça reste quand même le tissu économique et la situation économique du pays. Est-ce que finalement ce modèle est véritablement transposable oui, je pense qu'il est transposable. De la Côte d'Ivoire en RDC? Oui, je pense qu'il est transposable parce que ce que Arafat avait fait, c'est qu'il a servi de modèle de quelqu'un qui peut aller de nulle part et arriver à faire quelque chose. Justement, lui, il est issu de là parce que justement, très jeune, ses parents l'ont abandonné parce qu'ils étaient tout le temps en concert et tout. Donc, il s'est retrouvé un peu dans la rue à un moment donné. Donc, lorsqu'il a pu émerger par miracle, il s'est dit, OK, tous ces jeunes qui sont dans la rue, je vais leur servir de modèle, je vais récupérer ceux qui sont récupérables. Donc, il a pu inspirer beaucoup d'entre eux qui ont pu se réinsérer dans la société. C'est pareil, c'est lié à l'être humain, en fait. Parce que l'être humain, lorsque vous n'avez pas eu d'éducation jusqu'à 10 ans, le reste devient compliqué. Surtout quand là, on retrouve des gens qui, jusqu'à 30 ans, ils n'ont jamais eu l'éducation, ils ne savent même pas écrire leur nom. Beaucoup parlent à peine français pour ceux de la RDC, ils sont dans le lingala. Donc, ils n'ont pas acquis les outils pour pouvoir se sociabiliser. Donc, c'est l'État, en fait, c'est le rôle, c'est à l'État de trouver une solution pour cela. Et la justice en premier, parce que normalement, c'est la justice qui doit se saisir aussi de l'affaire pour essayer de donner les droits à ces jeunes, d'essayer de promouvoir l'éducation. Moi, je pense que l'État congolais ne doit pas aussi démissionner sur une question qui, ma foi, est aussi grave. Parce que ces jeunes, ils sont appelés à se multiplier. Donc, je suis sûr que si on fait le recensement global, on doit en trouver beaucoup plus dans la société et il faut trouver une solution pérenne. Vous faites un parallèle avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai, le
les mêmes moyens économiques que détient la Côte d'Ivoire, la RDC en détient aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la RDC détient des gisements énormes, énormes. Et c'est pourquoi on appelle un pays un phénomène naturel. Parce que ou bien c'est ce qu'on appelle un scandale biologique, géologique. Et donc la Côte d'Ivoire peut, ou bien la RDC peut s'inspirer effectivement de la résolution de ces problèmes en Côte d'Ivoire où Didier Arafat avait pu récupérer et transposer pour résoudre cette question au lieu d'aller avec des mesures impopulaires, des mesures qui, de mon point de vue, vont quand même endeuiller des populations congolaises parce qu'un enfant à bas âge, 15 ans, 7 ans mineur, vous le condamnez et vous l'exécutez. Moi, je pense qu'humainement, ça pose problème. Et c'est dans ces pays où la question c'est en RDC et l'autre Congo où la question des albinos se pose et que ça essaie de remobiliser les ONG africaines et internationales afin de pallier à ce genre de situation parce qu'en fait, sur des questions de sacrifice humain, on essaie d'éliminer des personnes. Moi, je pense qu'il faut que la RDC sache raison garder d'abord et qu'on revienne vraiment à des meilleurs sentiments et qu'à travers ce genre de débat, là, on puisse peut-être jouer un rôle important, celui de peut-être conscientiser l'État congolais à revenir à renoncer d'abord à cette décision et faire en sorte que la question de ces enfants-là puisse être la préoccupation et la ligne prioritaire du gouvernement congolais. On va poursuivre sur le débat. On va prendre d'abord une courte pause. Je vous propose de poursuivre juste après sur l'éthique justement de la peine de mort. Je pense que vous aurez des choses à dire, Makaïla, Yannick aussi. On revient dans un instant. Restez avec nous sur Vox Live. Merci. Le débat se poursuit sur Vox Live. Merci d'être avec nous. On va poursuivre sur ce thème de la réintroduction de la peine de mort et on va s'interroger sur l'éthique de cette mesure totalement contestable et contestée évidemment en République démocratique du Congo. Je me tourne vers vous, Makaïla. Quels sont les enjeux justement éthiques liés à la réintroduction de cette peine de mort dans un pays comme la RDC ou comme on l'a déjà dit en début d'émission, le système judiciaire est fragile ou le contexte social l'est également? L'éthique, c'est que la question d'éthique et de déontologie se pose parce qu'en fait, quand on prend une telle décision aussi humainement parlant et moralement parlant pesant, et donc moi je pense que la question d'éthique se pose parce que c'est des magistrats qui effectivement édictent la loi. Et ces magistrats, au lieu de se ressaisir et faire en sorte que ça devait être une démarche pédagogique, celle de pouvoir dire, écoutez, si on insère une telle loi dans un dispositif, dans un dispositif judiciaire, quelle sera la réaction de l'opinion publique? Et la réaction de l'opinion publique, vous l'avez dit, c'est que ça a été contrasté. C'est que l'opinion publique n'a pas accepté et digéré une telle paix. Donc, la question d'éthique. Il y a eu un clivage au niveau de la. Voilà, un clivage de l'opinion publique et un clivage même au niveau international parce que la question s'est extériorisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on en parle, ça veut dire que la question a pris une dimension internationale. Et donc, nous pensons que la question d'éthique et déontologique devait se poser. La question de justice devait être une question d'extrême neutralité parce qu'il faut à équidistance des questions liées effectivement à des mesures impopulaires et des mesures extrêmes. Et la peine de mort a été toujours décriée dans tous les pays respectueux des droits de l'homme, dont les pays d'Europe, tout comme les pays d'Afrique, y compris au Sénégal. On n'en parle même pas parce que c'est des mesures qui ne peuvent pas être cohérentes et qui vont susciter des troubles et d'instabilité dans un pays. Et donc moi je pense que la question d'éthique est là posée. Il faut absolument non, tout simplement parce que là, je pense qu'on n'a pas commencé à exécuter déjà. Donc, il faut continuer la mobilisation. Il faut effectivement que des médias jouent aussi leur rôle parce qu'il faut aussi mobiliser les médias, la société civile, les personnalités religieuses de toutes les confessions du Congo pour afin qu'on puisse quand même renoncer et ramener et proposer une alternative, celle de pouvoir éduquer les jeunes. Yannick, violer les engagements internationaux de la RDC en matière de droits humains, quelles conséquences cela peut avoir pour le pays en lui-même? Je pense que la première conséquence, c'est la crédibilité. Parce que lorsque les mêmes gens vont revenir demain se plaindre des exactions dans d'autres parties du pays, ce serait un peu contradictoire en fait, de se dire, ok, nous on viole les jeunes et à côté on se plaint que d'autres violent d'autres jeunes dans le pays. Donc je crois qu'il y a cette question de cohérence qui se pose. Et par rapport à la question de l'éthique, je crois que la suppression de la vie humaine, c'est quelque chose d'extrême en fait. D'extrême parce que normalement, les humains ne sont pas faits pour s'éliminer les uns les autres. On a une panoplie, la justice a normalement une panoplie de peines allant jusqu'à la peine capitale.
c'est-à-dire la peine à vie. Mais la suppression de la vie, il faut un peu faire attention à cela. Mais en RDC, pour eux, en fait, tout à l'heure, je disais que c'est un pays qui est très attaché aux institutions internationales par rapport à sa situation un peu précaire, parfois en termes de sécurité, en termes de stabilité, à la fois des institutions et à la fois de la société elle-même. Donc, c'est un pays qui doit faire attention à l'extrémité parce que si on va dans ce chemin-là, je crois qu'il y a beaucoup de dérives qui vont suivre. Je vais juste compléter. Je vais compléter parce qu'il est en termes de conséquences. Vous savez très bien, au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, donc le Conseil des droits de l'homme, souvent quand un pays viole ces genres de lois dont vous avez parlé, des droits et des lois dont vous avez parlé, le pays est condamné. Et donc la RDC risque de condamnation à l'échelle internationale. Donc, condamnation pécuniaire, des condamnations Non, condamnation ferme. Non, condamnation ferme parce qu'en fait vous allez être complètement banni des rangs de la communauté internationale. Donc si vous êtes banni, même les investisseurs étrangers ne peuvent pas investir sur vous. Parce que là, vous êtes pointé du doigt par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme quoi vous êtes un pays prédateur des libertés et des droits de l'homme. Donc, du coup, tout investisseur étranger qui veut investir chez vous, donc ça va décourager, démotiver ces investisseurs. Donc, du coup, quand vous œuvrez en défaveur de la position de la communauté internationale, sachez bien entendu que les partenaires au développement, que ce soit les entreprises investisseurs dans ces pays, ne peuvent pas. Et donc, du coup, vous allez vous fragiliser et vous allez créer effectivement des tensions dans le pays. C'est une tension liée effectivement à des conflits armés. Et d'ailleurs, la RDC aujourd'hui est confrontée à un conflit armé où le Rwanda, pays voisin, aussi impliqué pour avoir été accusé de soutenir effectivement un camp adverse. Et donc, moi, je pense que les autorités congolaises, pour éviter ces genres de condamnation au plan international des Nations Unies, etc., devraient plutôt demander à ces partenaires internationaux, voilà, nous sommes confrontés à un tel défi, est-ce que vous ne pouvez pas, à travers vos expertises, nous permettre, et même dans les cadres des échanges et d'expériences, nous permettre effectivement d'éradiquer et de solutionner à ces genres de problèmes. Et quels changements concrets, justement, ils peuvent être apportés au système judiciaire congolais et aux forces de l'ordre pour lutter contre le banditisme de manière finalement durable? C'est ce qu'on disait, une action pérenne, c'est ce qui manque aujourd'hui? Oui, une action pérenne parce que le système carcéral, il faut l'améliorer parce que si ces mêmes jeunes, après des infractions, se retrouvent encore à l'extérieur, ça veut dire que le système carcéral, quelque part, n'a pas fait son job de rééducation. Rééducation et réinsertion, parce que quelque part, c'est ça, en fait, le rôle de la justice, surtout en ce qui concerne le côté prison ou bien le côté carcéral, c'est de pouvoir rééduquer les gens et de les réinsérer dans la société. C'était ça le rôle, le but principal de la prison, donc de prendre les gens qui étaient hors la loi, les rééduquer, de les réinsérer. Donc, il y a ce côté de cette défaillance-là qu'il faut déjà constater. Mais plus global, il faut constater la défaillance globale du système social congolais. C'est-à-dire la défaillance des politiques. Tout à l'heure, j'ai parlé des politiques liées à la jeunesse, des politiques d'insertion, de reprise des jeunes, les politiques, déjà même le niveau de l'éducation des jeunes. Rendre l'école gratuite et disponible, construire des écoles presque partout, ce qui n'est pas le cas en RDC. Lorsqu'on fait les statistiques en RDC, je parle le chiffre net, mais le taux de scolarisation est inférieur à 80%. Donc on a et pour un pays de presque de plus de 100 millions d'habitants, on a une grosse masse de jeunes qui se passent à la trappe de l'éducation. Donc c'est normal qu'on se retrouve là avec ces chiffres-là et ces situations, ma foi, déplorables de condamnation à mort des jeunes qui ont loupé l'éducation, qui sont tous dans la rue, qui ont appris le vol pour survivre et que, in fine, on doit leur supprimer la vie, quoi. Donc c'est dommage. Sur le principe, la peine de mort est un acte extrêmement grave et gravissime qu'on ne peut pas accepter dans une société qui se veut moderne, étant donné qu'à tous les niveaux, les gens condamnent la peine de mort pour des questions liées à la société, pour des questions qui devraient relever finalement de la compétence et des responsabilités des institutionnels. Mais on a l'impression que là, on ne veut pas affronter des visu ces problèmes pour échapper et puis le résoudre autrement. Donc moi je pense que la RDC a plus à gagner que c'est dans les concertations avec les acteurs, dans les camps d'avis, de recevoir des avis effectivement de ses partenaires et des propositions. De quoi la justice manque aujourd'hui? La RDC, de moyens, la justice manque la formation, la justice manque de formation du personnel, donc des magistrats, la justice manque aussi l'éducation et des moyens financiers parce qu'il faut allouer. Et là, ça relève effectivement de la compétence des partenariats de la coopération et des partenariats avec les institutions internationales, notamment le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, l'Union européenne, les Nations Unies. Ces institutions-là devraient
mettre à mobiliser des fonds au profit de la justice congolaise, parce qu'il faut une réforme profonde de la justice afin qu'elle puisse quand même répondre aux attentes des populations. Mais si c'est là, maintenant, il faut aussi la transparence dans la gestion de ces ressources-là, parce que comme nous qui avons eu la chance effectivement d'avoir travaillé dans le secteur public, nous pensons qu'effectivement il faut un droit de regard même dans ces aides publiques au développement, parce qu'il ne suffit pas de donner de l'argent, mais il faut aussi le contrôler. Et donc faire un suivi citoyen, faire un monitoring citoyen pour éviter à ce que la transparence dans la gestion puisse avoir des répercussions et l'impact sur la population. Ouais, Yannick, moi je pense que la défaillance de la justice c'est plutôt au niveau de... Il y a d'abord la prévention et puis au niveau je peux dire du recyclage ou bien de la formation, réinsertion des jeunes délinquants. Prévention, c'est déjà au niveau d'attirer l'attention de l'État sur cette frange de la population qui abandonne elle-même, se retrouve dans la rue à voler. Donc normalement, lorsque je prends des pays comme les États-Unis, là-bas on a toutes les statistiques, c'est-à-dire on sait exactement quel jeune venant de quelle ville, de quel quartier se retrouve dans les services d'incarcération à partir de tel âge. Donc ils devraient pouvoir justement ressortir ces statistiques pour dire désormais de plus en plus nous recevons les jeunes entre 10 et 12 ans dans nos prisons pour telle raison. Donc essayer de travailler sur les causes. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que la justice de la RDC fait ce travail-là, sinon ils devraient publier les chiffres. Et derrière, justement, ceux qui, malgré eux, sont passés à la trappe, n'ont pas pu être éduqués à temps, on ne peut les former, les réinsérer. Pour un pays, tout à l'heure, il a parlé des richesses de la RDC. Pour un pays aussi riche, c'est absurde en fait qu'on arrive à avoir des jeunes qui ne savent pas quoi faire. Parce qu'au sommet, il y a eu la défaillance. Les gens n'ont pas réussi à savoir bien manager leurs ressources. Ils n'ont pas assez fait pour que l'exploitation abusive en RDC cesse dans les mines. L'État essaie de colmater les brèches et même d'attirer l'attention ailleurs sur des questions plus sérieuses. Ils ont porté plainte contre les grosses marques qui utilisaient les minerais de la RDC sans payer la RDC. Ça, c'est déjà une bonne étape. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Moi, pour compléter ce qu'il disait, moi, je parle d'un exemple, d'un vécu. Dans le cadre de la maison des journalistes à Paris, on avait ce qu'on appelle un programme qui s'appelle Renvoi spécial. Ce programme permettait à des journalistes qui sont réfugiés en France d'aller vers, pour l'éducation aux médias, d'aller dans des prisons, échanger avec les prisonniers. Et donc, en 2015, juste après l'attentat de Charlie Hebdo, moi j'ai eu la chance d'être à Mulhouse, où j'ai échangé avec des filles qui étaient incarcérées. Leur tort, c'est effectivement la désinformation. S'il faut vraiment... Et leur tort, c'est parfois poster des posts sur les événements du Charlie Hebdo, mais qui les a valu une arrestation et donc détention. Et donc, mon but en tant que journaliste, d'aller vers ces jeunes et d'aller dans ces prisons, c'est de sensibiliser sur le traitement de l'information et la désinformation. C'est de leur permettre effectivement d'éviter de poster n'importe quoi. Donc, du coup, pourquoi ne pas s'inspirer de ces exemples-là pour que la justice congolaise puisse s'en imprégner, et faire en sorte qu'elle puisse être quand même à la hauteur des attentes des populations congolaises qui ne veulent que la justice. Et la justice sociale est la garante de la stabilité et de la paix dans un pays. Si on échappe effectivement à créer les conditions d'une justice équitable, on va mettre le pays à la dérive. Là, il faut autant une réforme judiciaire que finalement des politiques de réinsertion et de création d'emplois, comme vous le disiez. La politique et la justice doivent travailler de pair pour endiguer cette insécurité. Tout à fait, ouais. C'est inévitable parce que déjà le fait de vulgariser l'éducation des enfants, la règle est obligatoire et y veiller, ça c'est le rôle principal, ça c'est l'un des rôles régaliens de l'État, donc c'est un rôle obligatoire de l'État, donc l'État doit y veiller. Donc, certes, il y a la justice, mais à côté, la justice doit travailler avec l'État, avec les collectivités locales, avec tout le monde, avec les organisations internationales qui, justement, œuvrent beaucoup. On a l'UNICEF, on a pas mal d'institutions qui, au quotidien, aident les pays à pouvoir financer ces infrastructures-là. Lorsque vous avez des écoles à financer, on a pas mal de leviers. On a la Banque mondiale qui finance beaucoup, on a l'UNICEF, on a plusieurs institutions. Donc, si le besoin n'est pas levé et l'État insiste pour qu'on le fasse, ça ne peut pas être fait, mais jusqu'ici, cette politique-là, j'ai bien lu le programme du président congolais, c'est pas à l'intérieur. Donc, il n'a pas accordé une place très prépondérante
à la jeunesse, c'est-à-dire à cette primo-jeunesse et surtout celle qui est abandonnée à elle-même. Donc je pense qu'il devrait plus se veiller à ces obligations-là. Il faut rectifier. Mais oui, il faut rectifier. Que si on échoue quelque part, il faut rectifier les tirs. Donc moi, je pense que les présidents congolais et les autorités congolaises de manière générale doivent elles-mêmes se dire, écoutez, hein, c'est une mesure qui va nous créer des ennuis avec nos partenaires au développement, des ennuis également locaux, parce qu'on aura des problèmes avec la société civile congolaise qui sera vent debout contre cette mesure. Et le fond du problème ne peut être résolu que par des perspectives de développement local. Développement local, ça veut dire que la récupération de ces jeunes sur le terrain. Développement local, ça veut dire que les amener dans un centre de résidence et les éduquer. Donc, développement local veut dire effectivement l'implication de tous les acteurs, tant institutionnels que les acteurs internationaux et les acteurs associatifs. Comme ça, on aurait peut-être circonscrit le problème et la problématique et faire en sorte que cette question liée à la peine de mort, qui est une question relevant effectivement d'une atteinte très grave aux droits de l'homme, ne puisse pas quand même prospérer à l'encontre effectivement des droits de l'homme et mis en compte également de la communauté internationale et pour le respect du Congo. Et vous l'avez dit, la RDC, la République démocratique du Congo, ça reste une société très moderne qui est en pleine mutation. Et donc, ce débat sur la peine de mort, il soulève une question un peu plus large. Comment est-ce qu'on peut concilier la justice, la sécurité, le respect des droits humains dans des sociétés comme ça en pleine mutation? C'est quoi finalement la formule gagnante? Non, je pense que la RDC n'est pas un pays hors du monde, c'est un pays comme d'autres. Si ailleurs on a pu abolir la peine de mort et que ça se passe plutôt bien, je pense qu'il faut copier le bon exemple. Donc, et ailleurs, comment ça a été fait, c'était plus l'éducation, donner la primo-éducation à tous les jeunes enfants pour qu'ils aient des qualifications, pour qu'ils aient de quoi créer de la richesse, pour qu'ils soient capables de travailler. Parce que les jeunes qui n'ont pas reçu d'éducation, c'est difficile de les employer. Et une fois laissés abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont pas les clés ou bien les codes de notre société qui est beaucoup plus complexe. Il faut savoir lire, savoir écrire, savoir manipuler les téléphones. Donc, aujourd'hui, on a une société beaucoup plus complexe et il faut donner la clé aux enfants pour le faire. Donc, pour moi, je pense que ça reste la matrice principale de la résolution de cette question qui n'est pas, je répète, propre au Congo. On le retrouve dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un problème commun. Donc, il faut résoudre et je pense qu'il faut faire copier le bon exemple. Ce qui se passe ailleurs en termes de prise en charge. Tout à l'heure, il a parlé des missions d'écoute des jeunes incarcérés. Donc, voilà autant de choses qu'il faut déjà faire, avoir des enquêtes précises pour essayer de cartographier tous ces jeunes, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, comment les en sortir. Donc, je pense qu'il y a ce travail qui doit être fait. Mais le problème n'est pas insoluble, hein, c'est des cas effectivement de société auxquels un État, un pays respectueux, effectivement, ou bien sérieux, pourrait ne pas arriver à cette extrémité. Et le Congo, la RDC, grand pays d'Afrique centrale, avec des gisements énormes d'or, avec la participation massive de la communauté internationale, avec un monitoring sans faille depuis la crise politique jusqu'à nos jours, aurait dû ne pas venir à cette extrémité. Maintenant, je pense qu'il appartient certainement aux Congolais eux-mêmes d'écouter ce que nous disons à travers ces genres de débats, et ce qu'ils leur disent aussi avec d'autres partenaires, pour que cette situation doit être vraiment l'extrême le dernier recours. Et même le dernier recours, doit être annulé parce qu'il faut qu'on renonce à cela et récupérer ces gens-là qui ont plus leurs droits dans la société en termes d'insertion sociale. Merci Makaila, merci Yannick. On arrive déjà au terme de cette émission. RDC, la peine de mort pour lutter contre le banditisme urbain. On vous laisse réagir également sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes de diffusion. Yannick Achilfoni, merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci Soukaina. Makaila Ngebla, merci, ravi de vous avoir retrouvé sur le plateau de Vox Live. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Vox
Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.